Alors, je voudrais bien sûr, dans un riche plus ça, bien sûr, avoir une pensée, bien sûr, pour Quentin qui a été, non pas plus que lynché, plus que tué, mais assassiné parce que c'est un véritable assassinat, une préméditation, une organisation, un «mouvement politique» entre guillemets et une opération à la fois terroriste et crapuleuse, qui a fait que Quentin est mort et malheureusement, moi, je savais que ce genre de choses allait arriver. La chose qui étonne, c'est que ce soit pas arrivé avant. Vu l'impunité totale d'État dont jouissent les antifas. Mais je serai amené à le parler. Alors, nous avons choisi d'évoquer la question de l'antifascisme sous un angle historique. Et c'est pour ça que je déroulerai mon propos en 3 temps. Le premier temps, je viendrai aux sources de ce qu'a été l'antifascisme dans les années 20 et 30. C'est ce que j'appelle, la mystification du domaine de la lutte. C'est-à-dire qu'en général, on a créé un mythe antifasciste. Je démontrerai pourquoi, même dans les années 20 et 30, l'antifascisme est une fabrication véritable. Dans un second temps, le fascisme en tant que tel ayant disparu en 1945, on va reprendre là un terme houellebecquien, c'est l'extension du domaine de la lutte. C'est-à-dire qu'on étend véritablement l'antifascisme et on lui assigne, sous prétexte de lutter contre le fascisme, des luttes politiques, mais également sociologiques, culturelles et civilisationnelles beaucoup plus larges. Et troisième point, ce qui nous ramène à l'actualité immédiate, mais ce qui se passe en général depuis quelques années, voire quelques décennies, notamment en France, c'est ce que j'ai appelé la systématisation du domaine de la lutte. C'est-à-dire que l'antifascisme est un véritable pivot du système. Le système général, la mondialisation libérale, l'immigrationnisme, le wokisme, la volonté de faire disparaître tout ce qui est nation, peuple, identité, frontière, puise dans l'antifascisme un pivot de premier rang. Voilà quels seront les 3 temps de mon propos. Alors, j'espère que mon propos ne sera pas trop aride et n'hésitez pas en tout cas à m'arrêter, même s'il y aura des questions au terme de mon propos, à m'arrêter, à me questionner et à me contredire éventuellement. Alors vous savez, il y en a un qui a avoué que l'antifascisme était un théâtre, c'est, le camarade Michel, à l'organisation civile l'Organisation communiste internationale, militant longtemps, connu sous l'état civil du nom de Lionel Jospin, qui en 2007 a avoué que l'antifascisme, ce n'est que du théâtre. Et bizarrement, depuis, pratiquement 20 ans que Jospin a fait cet aveu, eh bien, personne n'est venu relever, en effet, que l'antifascisme fait partie du théâtre. Vous savez, c'était un peu le théâtre de Satan, pour ceux qui s'intéressent au mystère du Moyen Âge, cette création, cette diabolisation qu'on crée notamment, vous savez, au XIIIe, XIVe siècle, au Moyen Âge, où, en quelque sorte, on désignait un ennemi et à partir de là, on théâtralisait, en quelque sorte, un ennemi. Eh bien, l'antifascisme fait du théâtre à partir de là. Il faut en effet se poser la question du terme de fasciste lui-même. Qu'est-ce que c'est que le fascisme? C'est un terme propre spécifiquement à l'Italie mussolinienne. Fascisme, hein, le fascio, les faisceaux de licteurs, fait référence notamment à la République romaine et fait référence notamment, en quelque sorte, une sorte de quintessence nationale italienne qui projetterait l'Italie, une Italie autoritaire, mais historiquement faisant référence à ses racines, hein. Je rappelle que Mussolini fait référence à Rome sans arrêt, hein. La jeunesse mussolinienne est embrigadée, on est d'abord enfant de la Louve, Balila, et cetera. Mais le fascisme se porte à l'Italie. La seule exception qu'il y a, en effet, qui est remarquée, notamment par l'historien, israélien Zev Sternel, c'est le faisceau de Georges Valois, pratiquement au même moment du fascisme italien, hein, où justement Zev Sternel dit que c'est en quelque sorte en venant de la gauche qu'on a une espèce de droite révolutionnaire qui s'inspire en partie de la gauche, qui va créer le fascisme. Donc le fascisme n'est pas forcément la création de droite telle que le marxisme en a voulu. Alors par extension, on a parlé de fascisme en général. On l'a étendu notamment à l'Allemagne, Allemagne nazie, alors que fascisme et nazisme n'ont pas seulement des différences de degré, mais des différences de nature très fortes, comme l'a prouvé notamment le grand historien Renzo de Felice, italien, qui, je le rappelle, est soi-disant controversé, mais a été un membre du Parti communiste italien. Donc, c'est pas du tout quelqu'un qui vient du milieu conservateur ou dit réactionnaire. On l'a étendu à l'Espagne, et on l'a étendu à la Roumanie, à la Hongrie,
voire la Pologne, à toute une série de régimes, certes autoritaires, mais plutôt conservateurs par leur essence. Donc l'antifascisme, qu'est-ce que c'est? C'est cette dimension à embraser l'ensemble des luttes contre un présumé fascisme. Et au final, il vise à désigner comme fascistes bien tous ceux qui ne rejoignent pas les rangs de l'antifascisme. Mélenchon d'ailleurs le dit très justement, Mélenchon est un véritable, on peut tout reprocher à Mélenchon, sauf le fait aujourd'hui de ne pas justement se reporter totalement, revenir aux sources de l'antifascisme, c'est qu'il y a un front antifasciste. Ce front antifasciste pour Mélenchon, il doit englober bien sûr à partir de lui, LFI qui en décide, l'ensemble de la gauche, mais également tous ceux qui refuseraient notamment la droite nationale. Donc l'antifascisme est en quelque sorte à une volonté d'annihiler toute contestation politique, tout pluralisme politique, à partir du moment où celui qui est antifasciste ramène à lui l'essentiel du débat politique. Rappelons-le, les élections législatives de 2024 ont vu le triomphe de l'antifascisme, puisque je rappelle quand même que le nouveau Front populaire s'est constitué avec la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le parti ce parti communiste, et qu'il y avait sur les documents officiels de campagne, en petit, un certain nombre d'organisations comme le NPA, la Jeune Garde, dans tous les documents de campagne officiels. Donc en Hollande, tout ça vous raconte, il y avait en effet constitution. Mais de façon générale, je rappelle que le bloc central, M. Attal, Premier ministre, a appelé à voter contre le Rassemblement national, y compris avec un bulletin LFI. Mais il faut rappeler également que M. Laurent Wauquiez, qui affiche certes le portrait de Quentin sur l'hôtel de région Rhône-Alpes, dans la première circonscription de Haute-Loire, contre le candidat du Rassemblement national que je connais, Alexandre Zay, eh bien, on a appelé également la France insoumise. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Monsieur Thiriot, que je connais, classé à droite en Seine-et-Marne, n'a pas renâclé à prendre les voix de la France insoumise. Donc ces gens-là se sont inscrits en quelque sorte également dans une démarche dite antifasciste, qui visait à isoler le bloc national, Rassemblement RN, UDR notamment, dans une démarche dite antifasciste qui allait de Mélenchon à Wauquiez et Retailleau. Il ne faut pas l'oublier, même si certains s'en défendent aujourd'hui. Alors tout d'abord, d'où vient l'antifascisme? Eh bien, premier temps, c'est ce que j'ai appelé la mystification du domaine de la Lune. En effet, l'antifascisme est une mystification. Et j'ai trouvé en effet, pour décrire cette mystification, une définition assez idoine que donne Pierre-André Taguieff. Or, quelqu'un, Pierre-André Taguieff, que j'ai connu il y a 35 ans à Sciences Po, qui était un turiféraire de l'antiracisme, etc., et qui aujourd'hui fait partie des intellectuels qui sont marginalisés parce qu'ils tendent à se réveiller. Alors voilà ce que dit Pierre-André Taguieff: l'antifascisme, pur produit de la propagande soviétique. Et j'expliquerai notamment par la suite comment c'est l'Union soviétique qui est directement à l'origine du terme et de la conception de l'antifascisme. L'antifascisme, pur produit de la propagande soviétique, est devenu à partir des années 50 une machine de guerre idéologique qui a prospéré dans les démocraties occidentales. Il s'est ainsi diffusé, après la Seconde Guerre mondiale, dans les représentations politiques d'une grande partie de la gauche française. Et là, la France, notamment la gauche française, a une originalité particulière, c'est qu'elle est totalement contaminée par l'antifascisme et par le communisme, qu'elle est la gauche la plus à gauche du monde. J'expliquerai pourquoi. Et le plus grand tour de passe-passe de la gauche est d'avoir réussi à faire persister le discours antifasciste dans l'espace public, malgré l'absence de fascisme réel. L'antifascisme s'est révélé être un formidable levier d'illégitimation des opinions divergentes. L'antifascisme opère comme un argument d'autorité suprême qui vise plus à la disqualification qu'à l'établissement d'un débat démocratique. En quelque sorte, l'antifascisme, c'est ce que j'appelle une restauration de l'interdit. Dans les sociétés notamment, vous savez, si vous lisez Totem et Tabou de Lévi-Strauss, il y avait l'interdit. Ce qui était autonomisé, c'est qu'on n'avait pas le droit de discuter. L'antifascisme, c'est la nouvelle mise à l'index, en quelque sorte. Il y a un interdit qui est posé par l'antifascisme, politique, philosophique et même psychologique, moral et physique, puisque l'antifascisme recourt à la violence, et à la violence mortelle, comme on vient de le voir. Alors, l'origine, bien sûr, c'est que doivent constituer une opposition au fascisme, un monôme antifasciste, bien sûr, les communistes, les socialistes, mais au-delà, les démocrates chrétiens, voire les libéraux. Vous avez également
dans l'antifascisme des gens en Italie qui vont se réclamer antifascistes, qui sont des libéraux, ou des gens qui ont aussi, par exemple, les frères Rosselli, Benedetto Croce ou Carlo Sforza, qui sont à l'origine des libéraux italiens, mais qui vont se déclarer antifascistes, qui vont pratiquement épouser, notamment raccrocher le wagon communiste. Un antifasciste connu, pourtant, qui est George Orwell, déclare finalement que c'est la classe ouvrière qui doit constituer, en quelque sorte, l'élément dynamique du fascisme, de l'antifascisme. Or, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que dans les régimes dits fascistes, notamment le fascisme italien, en général, la classe ouvrière populaire, elle est au contraire légèrement qui légitime. Le fascisme est un mouvement populaire. Je rappelle que Mussolini est l'ancien numéro 2 du Parti socialiste italien, avant notamment le communisme. C'est lui qui est le plus marxiste, le plus avancé et le plus favorable à la conquête notamment du pouvoir par les catégories populaires. Et il s'appuiera en général souvent sur les catégories populaires, sur les ouvriers. Hein. Rappelons également qu'il y a quand même une posture très proche des ouvriers et des classes populaires dans ce qu'on va appeler le fascisme. Hein, et que l'antifascisme n'est pas forcément la préoccupation des classes ouvrières. Hein, que les antifascistes, souvent d'ailleurs, ont une particularité de ne pas être des ouvriers. Qu'on doit être souvent, en général, faire partie notamment d'une catégorie intellectuelle, et une catégorie intellectuelle spécifique, j'y viendrai. Alors là, en Allemagne aussi, alors c'est l'Allemagne qui va créer la lutte contre le fascisme dans les années 20, fin des années 20 surtout, où notamment le logo, vous avez les 3 flèches en bas, signifie l'effacement de la croix gammée. Et on va l'étendre parce que ces antifascistes allemands ne sont pas seulement anti-nazis, mais ils sont contre le Parti national, ils sont contre les libéraux, ils sont contre notamment le Zentrum catholique, hein, et ils vont qualifier de Brüning, le chancelier qui est arrivé, qui a essayé notamment de faire un front anti-italien, de pire des fascistes. Hein. Je rappelle également qu'avait repris comme logo les 3 flèches vers le bas, la SFIO en France. Hein, cette idée, ce mythe antifasciste a été repris partout. SFIO dont les manifestants, les militants, les jeunesses, hein, manifestaient, défilaient en chemise, en cravate, en baudrier, et cetera. On aurait pu les prendre pour des jeunesses fascistes. Hein, il y avait une militarisation également dans l'antifascisme. Et notamment l'antifasciste Action, hein, prend forme, en Allemagne dans les années 20, mais elle n'est pas tournée exclusivement contre le nazisme. Elle est tournée contre toutes les forces politiques qui n'appartiennent pas notamment au Parti communiste. Et en effet, le KPD, le Kommunistische Parti Deutschland, le parti communiste, allemand à l'époque, hein, qui va être dissous à la suite de l'incendie du Reichstag, lui se proclame comme le seul parti antifasciste. Donc, en effet, il lutte non seulement contre le NSDAP, mais contre les libéraux, le Zentrum et le SPD. Hein. Le SPD, notamment le Parti socialiste allemand, est qualifié de fasciste. Hein, Social-Fascismus, on verra, on prendra là-dessus. Alors, en effet, je reviens là-dessus au social-fascisme, parce que c'est en 1923 également que va être forgé par le Comintern le terme d'antifascisme. Si bien qu'en son sein, dès 1923, le Comintern, la Troisième Internationale aux mains des bolcheviks, crée une Ligue mondiale antifasciste qui veut lui permettre, selon elle, notamment de recruter au-delà des seuls partis communistes. Donc, à partir de là, on défie une ligne largement d'opposition au fascisme. Staline, en 1929, une fois qu'il aura assis son pouvoir, va étendre justement cette lutte antifascisme contre ce qu'il va appeler le social-fascisme. Le social-fascisme, ce sont bien sûr les partis socialistes, hein, en phase de devenir des partis sociaux-démocrates, comme le Parti socialiste allemand, la SFI en France, notamment, qu'il faut combattre. Il faut les combattre parce que le fascisme, vu notamment par l'Union soviétique, comme le dit Staline, c'est l'ultime stade du capitalisme. On voit dans le fascisme notamment le stade du capitalisme. Or, c'est faux. Le fascisme n'est pas du tout, en quelque sorte, favorable au triomphe du capitalisme. Le fascisme, je rappelle, est une économie dirigée. En Italie, hein, tout ce qui est institutionnel aujourd'hui, tout ce qui est industrie d'État, l'IRI, Istituto della Ricostruzione Italiana, par exemple, Eni, vous voyez, si vous prenez de l'essence chez Eni, et cetera, tous ces consortiums d'État ont été bâtis par Mussolini. Mussolini a véritablement bâti même un État volontariste, un État notamment stratège en Italie, mais on est très, très loin du capitalisme. En effet, le fascisme s'y oppose. Le fascisme est pratiquement un socialisme d'État. Donc c'est une erreur, en effet, un contresens véritable que donnent les bolcheviks au terme de fascisme.
hein. Je rappelle également que longtemps, les communistes vont hésiter, hein, c'est qu'à pratiquer des fronts antifascistes, hein. Celui qui, le premier propose un front antifasciste, grouper les socialistes, les communistes et toutes les forces de la gauche, c'est Jacques Doriot, en 1934, qui est exclu du parti communiste, non pas parce qu'il a des idées déjà qui vont être celles que l'on connaît, mais parce qu'il est pour un front de toute la gauche, hein, et que le problème se règle d'ailleurs physiquement sur la place rouge, puisque Staline convoque Doriot et Thorez, on le sait, à Moscou en 1934, et Staline, soupesant les personnalités des deux hommes, comprend bien que le plus malléable n'est pas Doriot, mais Thorez, et choisit en effet, parce qu'il va être véritablement le courroie de transmission soviétique en France, il choisit Thorez, et ça se finit par une raclée que met d'ailleurs Doriot sur la place rouge à Thorez à la sortie. C'est un épisode historique qui est peu relaté. Alors en France également, on a une offensive antifasciste à partir de quand? Bah, à partir du 6 février 1934. Alors là, je vous invite on a parlé, on a dit que le 6 février 1934 était une tentative de prise de position fasciste, c'est totalement faux, pour plusieurs raisons. Je vous invite à lire le livre d'Olivier Dahr, excellent, sur le 6 février 1934, qui démontre plusieurs choses. C'est que, les plus grosses troupes à l'origine sont celles des Croix de Feu, mais qu'elles se retirent au moment de l'émeute. Il y a des troupes originaires de cette maison qui sont actives, mais parmi les plus grands nombres de blessés, de victimes, on compte des militants de l'ARAC, l'association républicaine des anciens combattants d'Antibarbus, d'Army Barbus, qui est l'émanation dans le monde ancien combattant du Parti communiste. Donc les militants communistes de l'ARAC, les anciens combattants communistes, sont présents à la Concorde le 6 février 1934, qu'il y a des morts et des blessés parmi eux. On oublie de le dire. Il y a des jeunesses patriotes, d'autres en effet qui seront blessés. Il y a justement une insurrection fasciste. Il y a au départ une opposition, notamment une mobilisation contre l'affaire Stavinsky, hein, sorte de petite affaire Epstein de l'époque, et également un refus notamment de voir le gouvernement Daladier limoger le préfet de Paris, Jean Chiappe, hein, qui ne voulait pas s'en prendre aux ligues, hein, à l'Action française, aux Croix de Feu, et qui est révoqué par le gouvernement de gauche de Daladier. D'ailleurs, le gouvernement qui se forme n'est pas un gouvernement de droite qui prend en compte le 6 février, c'est plutôt un gouvernement d'union nationale qui regroupe les radicaux, la gauche, une partie de la gauche, le centre-gauche et le centre-droit, avec notamment le maréchal Pétain, qui est ministre de la guerre, de la défense. Donc le 6 février 34 n'est pas une émeute fasciste. Pourtant, la gauche va notamment tenter de présenter le 6 février 34 comme une tentative de putsch, hein, et le Populaire, le quotidien de la SFIO, le 13 février 1934, énonce en une: «Le fascisme ne passera pas», hein. Comme je l'ai démontré, il n'y a pas en réalité en France de danger fascisme. Y a-t-il un fascisme en France à cette époque, ou un mouvement qui s'en réclame? Oui, il y en a un. D'ailleurs, qui est un mouvement très informel, qui compte peut-être quelques centaines de militants, qui placarde sur les murs: «Oui, il y a un fascisme en France», c'est le francisme. C'est-à-dire le mouvement de Marcel Bucard, peut-être pas plus d'un millier de militants, hein, qui se réclament du fascisme, qui touchent de façon symbolique des subsides mussoliniens, parce que même Mussolini ne prend pas au sérieux ce mouvement. Il n'y a aucun mouvement fasciste en France. Les Croix de Feu sont tous aux fascistes. Je rappelle que les Croix de Feu, du colonel de Larocque, est républicain. Je rappelle que le colonel de Larocque a écrit ses mémoires, ses mémoires sous le vocable suivant: «Pourquoi je suis républicain?», préfacé par le professeur Serge Berstein, que j'ai eu à Sciences Po, qui était quand même loin d'être un homme qui est un homme de gauche, heu, mais éminent et brillant professeur. La preuve, il m'a mis 18 à l'oral en histoire politique. Heu, merci. D'ailleurs, il m'interrogeait sur la question du fascisme français. J'avais répondu d'ailleurs qu'il n'y avait pas de fascisme français, sauf le francisme, à l'époque. Alors, il y a en effet le PPF de Doriot, dont on pourrait dire qu'il pourrait constituer en effet un embryon de parti fasciste, parce qu'en effet, il y a un culte du chef, mais chez Doriot également, alors ça répond également aux antifascistes, il y a une composante essentiellement ouvrière. Je rappelle que Doriot, à peu près, les effectifs, c'est quand même plusieurs de dizaines de milliers, ce sont des transferts directs à 90%
même si des intellectuels vont venir, style Drieux-La Rochelle, et cetera, mais à 90 les effectifs, ça a été prouvé par Jean-Pierre Brunel, les gens qui ont étudié Doriot, ce sont des transferts directs du parti communiste. Ce sont essentiellement des communistes. Donc si vous avez des photos du premier congrès du PPF en 1936 à Marseille, ben vous avez, des ouvriers, hein, des gens modestes qui viennent en tenue modeste avec leurs enfants dans les bras. Le PPF, c'est un parti communiste qui évolue vers le nationalisme. Alors on va le qualifier de fasciste pour plusieurs raisons. Parce que bien sûr, il y a le Doriot de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation qui est là, mais le Doriot de 36, c'est un mouvement autoritaire. C'est un mouvement d'ailleurs qui va chercher à se lier avec des mouvements de droite. Donc le fascisme français est totalement un mythe. De même que les fronts populaires qui vont se constituer inventent un fascisme alors qu'il n'y a aucun danger fasciste. Je rappelle que également le programme du Front populaire, alors c'est de dissoudre ce qu'il appelle les ligues factieuses. Mais dissoudre les ligues factieuses, c'est quoi? Alors on va dissoudre notamment l'Action française, hein, qui va se former pendant un moment. On va dissoudre la Ligue des patriotes et on va dissoudre également les Croix de Feu. Hein. Je rappelle que les Croix de Feu, c'est plus d'1 million de membres quand même, plus les fils et filles de Croix de Feu. Pour être Croix de Feu, il fallait avoir eu une citation à la guerre. Il y avait des fils et filles, et pour étendre ensuite la base militante, on va créer les volontaires nationaux, hein, où adhéra un jeune étudiant en droit en sciences politiques qui s'appelait François Mitterrand. Hein. Même, j'avais allé aussi, même le site de l'Institut François Mitterrand reconnaît son passage chez Volontaires Nationaux, et il y a quelques années, le regretté avocat Jean-Baptiste Biaggi m'a dit: «Oui, en effet, c'était mon chef de groupe chez les Volontaires Nationaux». Mais les Croix de Feu n'étaient pas fascistes, hein. Les Croix de Feu étaient anticommunistes, anti-hitlériens et antifascistes. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que dans les études, alors là, ça va faire plaisir, hein, aux grands gaullistes qui règnent sur le cercle Aristote, c'est qu'on retrouve dans les cadres du RPF en 1947 énormément de gens des Croix de Feu. D'ailleurs, Serge Bernstein dit qu'en fait, le colonel de la Rocque, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de 5e République avant l'heure, avec un exécutif fort, en regrettant peut-être d'ailleurs que ce type de régime, s'il avait été établi dans les années 30, aurait peut-être épargné un certain nombre de malheurs à la France. Voilà, donc en France, il y a le Front populaire se constitue sur un mythe de l'antifascisme également. Il y a déjà une imposture, une escroquerie dans le Front populaire, hein. Je rappelle que les dirigeants du Front populaire, Blum et consorts, ne sont pas issus du monde ouvrier, hein. Blum était un intellectuel, un conseiller d'État et quelqu'un qui rêvait de faire une carrière littéraire, hein, loin de là. Donc les fronts populaires, notamment qu'on va voir en France, mais également en Espagne, hein, se révoltent contre l'antifascisme. Je rappelle que le fascisme espagnol, alors qu'on peut considérer comme fasciste la Phalange, va être combattu par Franco, hein. Et Franco, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va les marginaliser, soit il y aura certainement une suspecte, ou il va les envoyer sur le front de l'Est avec le bataillon Azul, mais en fait, plus pour s'en débarrasser, en effet. Et on peut dire que sous Franco, il y a une gestion conservatrice, certes, une annihilation de la vie démocratique, une interdiction de partis politiques, mais le régime de Franco est un régime conservateur, traditionnaliste, appuyé sur le guise, il est nullement un régime fasciste. Preuve en est, c'est que Franco va rétablir notamment les institutions régulières, notamment la monarchie, sachant très bien que c'était une monarchie constitutionnelle. Il voulait établir la monarchie parce qu'il avait une crainte, en effet, pour lui, non sans raison, c'est qu'en Espagne, une république aurait fait exploser l'Espagne. C'est-à-dire que les Catalans, les Basques auraient demandé à sortir de la République. Je rappelle ce qui aujourd'hui fait maintenir encore la couronne déliquescente britannique, en effet, dans cette turpitude, c'est encore le fait qu'on veut éviter une indépendance des Écossais, des Gallois, une réunification de l'Irlande. Il n'y a rien d'autre. Mais à mon sens, je pense que la couronne d'Angleterre, je pense peut-être pas ses jours, mais ses années sont, à mon sens, comptées, au sens où elle évolue. Et en Espagne, ce qui a fait établir Franco la monarchie, c'est la volonté de garder ça. Alors, preuve en est également que l'antifascisme crée des lois liberticides, hein. Le décret Marchandeau 1936 qu'institue le Front populaire, c'est un qui soi-disant lutte contre le racisme, l'antisémitisme, n'est ni plus ni moins qu'un décret liberticide. C'est la loi Pleven avant l'heure. Je rappelle que la loi Pleven aujourd'hui, si vous critiquez l'immigration, vous pouvez être condamné par la loi Pleven. La loi Pleven n'a rien à voir avec l'objectif de lutte contre le racisme, contre l'injure. On peut comprendre de lutter contre, bien sûr, l'agression, l'injure raciste, etc. Mais la loi Pleven a permis notamment un certain nombre de parasites qui s'appellent le MRAP, SOS Racisme, la LICRA, et d'autres de se nourrir par l'argent public, en véritablement de poursuivre les gens qui émettaient une critique sur la politique de l'immigration, en effet. Alors qu'il ne s'agissait pas d'injures racistes. Le décret Marchandeau, également institué par l'antifascisme, et également
pose pour la première fois un outil également idéologique avec l'habillage du droit pour lutter également contre le libre débat. Je rappelle également enfin le le seul organe qui se réclame de l'antifascisme, c'est le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, mais tous les intellectuels, comme par hasard, pratiquement tous, Georges Lanvin, surtout André Chanson qui en est la figure, sont tous membres du Parti communiste. Donc le Parti communiste nous fait le coup de l'antifascisme encore une fois, et à partir de ce levier va amener, notamment, cherche à amener le débat politique, autour de lui. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, on me dit le fascisme, ou du moins ce qui est supposé être le fascisme, disparaît. Et là, deuxième tour de ce passe-passe, pour reprendre un roman célèbre de Michel Houellebecq, c'est l'extension du domaine de la lutte. Et là, en effet, il va falloir opérer un sacré tour de passe-passe pour faire en sorte que l'antifascisme non seulement demeure, mais grandisse. Alors, on verra comme paradoxalement, c'est pas en Italie que l'antifascisme va être le plus fort. Il est fort certainement, mais souvent, on va voir des personnes contester notamment, l'antifascisme en raison de ce qu'a été le fascisme. Par exemple, en Italie, il y a quand même des mœurs politiques plus apaisées. Je donne un exemple, grande figure du parti communiste, Enrico Berlinguer, issu de l'aristocratie italienne, qui a été à l'initiative de ce qu'on appelle l'eurocommunisme, c'est-à-dire des communistes qui refusaient, contrairement à la France, notamment la tutelle soviétique, et Berlinguer avait dit que lui, il préfère en tant que communiste une Italie sous le parapluie de l'OTAN que sous la protection des soviétiques. Berlinguer décède en 84, hein, il arrive à 34 il décède d'hémorragie cérébrale pendant les élections européennes. Berlinguer décède, une délégation du mouvement social italien de Giorgio Almirante, qui avait été ministre, notamment de Mussolini, au temps de la République de Salo, était présente à l'enterrement de Berlinguer, avait été invitée, et quelques années plus tard, au décès de Giorgio Almirante, une délégation du Parti communiste était présente. Donc ça montre également l'état. Alors je ne sais pas si c'est le peuple italien euh, avec lequel je me retrouve quand même un certain nombre d'affinités qui est un peu plus affaisé, mais je pense que c'est pas le peuple, mais je pense que la France est travaillée par des forces, notamment de guerre civile, d'agression, et cetera, qui viennent de la gauche et l'extrême gauche, qui font qu'on a des mœurs politiques détestables en France. Hein. On a des mœurs la gauche, l'extrême gauche, depuis, à mon sens, la Révolution française, porte la violence et porte des mœurs de détestation politique. D'où notamment cette excroissance de l'antifascisme. Et en effet, le fascisme, en plus, va être réanalysé par des historiens. Je pense au grand historien Renzo De Felice, qui est un communiste à l'origine. Mais Renzo De Felice montre plusieurs choses. C'est que le fascisme italien, c'est les classes populaires et les classes moyennes. Hein. La classe moyenne, vous savez, qui est souvent détestée par les marxistes, hein, parce que c'est elle, en quelque sorte, qui contredit la lutte des classes. Elle existe. C'est une classe moyenne de propriétaires, de petits propriétaires à l'origine. C'est le fait que quand on regarde Mussolini parle de qui? Ben, il parle de Mazzini, de Garibaldi, et cetera, du romantisme italien révolutionnaire, de l'unité italienne. Hein. Mussolini, c'est Italie unie, en quelque sorte. C'est pas l'Italie des diversités. Hein. Vous savez que l'Italie a refait les régions en réaction par Mussolini. Mussolini veut une Italie unie et qu'la loi s'applique partout. Je rappelle que le seul moment où les mafieux ont eu peur en Italie, c'est de 1922 à 1943, où les mafieux torturent et assassinent de façon abominable, mais ça, c'est une vérité historique. Mais ceux qui étaient torturés, c'était les mafieux en général, y compris à Naples. C'est-à-dire l'ordre italien régnait de partout, etc. Alors, c'est pas une apologie du régime italien qui a eu des côtés bien sombres, etc. Mais je tiens à dire que ce qui est retenu en Italie, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu quand même sous Mussolini un certain nombre d'acquis historiques et qu'également Mussolini, est un homme qui se reconnaît également des Lumières. Alors, je vous invite à lire, Renzo De Felice n'a pas pu finir son gigantesque Mussolini, mais il y a également un historien français, qui était marqué à gauche, Pierre Milza, qui a écrit une biographie de Mussolini. Il se trouve que je connais son fils, Olivier Canet, qui lui a des idées encore plus à droite que les nôtres, et qui m'a dit d'ailleurs, il m'a dit: «Mon père, à la fin de sa vie, s'était aperçu quand même qu'il avait fait mauvais sens». Mais quand vous regardez la biographie de Mussolini, Milza, finalement, dit que Mussolini est en fait un concentré des paradoxes italiens. C'est à la fois quelqu'un, pour des raisons politiques, qui signe les accords du Latran, mais qui se moque totalement, notamment, comme certains hommes bien droitiers qu'on a connus en France, de l'Église, et cetera, qui vit avec Clara Petacci, qui vit l'union libre, et cetera, qui se moque. C'est un homme
qui est à la fois dirigiste et qui permet une certaine liberté économique. C'est l'homme de tous les paradoxes italiens et c'est l'homme même, disons, qui a été suivi par les Italiens. On peut parler que, par exemple, jusqu'en 1937-38, jusqu'au basculement pro-nazi, on peut dire quand même que l'Italie, globalement, suit plutôt Mussolini. Il y a des opposés monsieur, où c'était C'est ça aussi qui fait le rapprochement entre Napoléon III et Mussolini. qui? Euh, Le rapprochement entre Napoléon III et Mussolini. Oui, Je crois l'avoir lu chez Isard, peut-être, oui, chez Napoléon III et cetera, bah, sur Vita. les six, on a liste. Oui, il est à la fois justement très moderniste, avant-gardiste et cetera et appuyé sur l'histoire traditionnelle de l'Italie, hein. L'Italie, c'est le retour à Rome. Bon, il y a le mythe, les enfants sont, enfants de figlio di Lalo, pas ensuite Balila et cetera. Il y a le côté de la grandeur de Rome, qui est instauré. Bon, il y a les côtés un peu ridicules d'empereur romain et cetera, hein. Paul Boncourt l'appelait, l'homme socialiste l'appelait le César de Carnaval et cetera. Bon, il y a les côtés un peu grandiloquents, ridicules de Mussolini et cetera, mais avec le talent oratoire. Mais Mussolini a représenté, qu'on le veuille ou non, à un moment l'histoire italienne. C'est quand même Pierre Milza qui, à mon sens, alors vous avez 2 biographies, celle d'André Brissot qui est un peu narrative, hein, mais Milza fait vraiment une analyse, hein. Milza était, tout homme de gauche qu'il était, proche du pas. Fils de communiste italien, était un homme qui est un grand historien quand même, politique, et Milza fait une synthèse tout à fait remarquable sur Mussolini, hein, venu d'un homme de gauche. Alors, on va voir cet antifascisme, justement, corrigé, apparaître où? Eh bien, dans un endroit particulier en RDA. Je rappelle que les nazis, en 1945, on les chasse notamment d'Allemagne de l'Ouest. Il y a une dénazification, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être intégrés dans la future armée, ils sont chassés de l'administration partout. Il y a 2 endroits où on réintègre le nazi, c'est en RDA. RDA, quand vous regardez notamment l'académie militaire de Berlin-Est, est truffée notamment, non seulement d'anciens militaires, mais d'anciens nazis, c'est-à-dire officiers SS, hein, là-dessus. Vous savez que même, on a parlé du fameux colonel Edgar Puot qui commandait les Waffen-SS français, qui aurait disparu en Poméranie, mais plusieurs témoignages l'ont vu quelques années plus tard avec l'uniforme gris, notamment de l'armée est-allemande. Hein, c'est-à-dire, c'est la réintégration là. C'est vrai que souvent, ils n'avaient pas le choix, ou c'était la réintégration en Allemagne de l'Est, ou c'était les clans de tourisme au Kamtchatka ou en Sibérie, mais on sait que l'Allemagne de l'Est, académie militaire, etc. Alors je sais que ça fait faire une moue à un partisan de l'Union soviétique ici que je ne décrirai pas, mais il faut savoir que l'Allemagne de l'Est recycle totalement le nazi. Pourquoi? C'est qu'elle en a besoin. Pourquoi? Parce que, contrairement à d'autres pays notamment, il y a très peu de cadres communistes. On va récupérer Walter Ulbricht et cetera, entre autres. Les communistes ont disparu, donc on a peu de cadres pour recomposer notamment, la RDA. Donc il y a 2 endroits notamment où on recycle les nazis, c'est la RDA et ce sera la construction européenne. Puisque, vous savez, j'ai eu la chance de faire, d'avoir dans la promotion de Sciences Po Antonin Cohen, je ne sais pas s'il a été invité ici, mais je pense que ce serait une bonne idée d'inviter Cohen. Garçon très sympathique, marqué à gauche. D'ailleurs, Philippe de Villiers a reconnu dans ses travaux qu'il s'inspirait de lui. Antonin Cohen a montré notamment l'affiliation directe entre les anciens Allemands et pas n'importe lesquels, notamment, qui avaient infiltré la construction européenne, notamment Walter Hallstein, qui était un officier SS, qui est devenu le premier président de la Commission européenne, mais le président le plus important, c'est-à-dire celui qui, avec Jean Monnet, je pense que Hallstein est celui qui a le plus grand rôle, notamment dans la construction européenne. Et on le voit aujourd'hui, hein, moi, en tant que prof à l'ESSEC, j'ai donné comme sujet de mémoire en 3e cycle, ça fait écarquiller l'Union européenne était-elle la revanche de l'Allemagne, notamment. Et en effet, alors, je ne dis pas que l'Union européenne a été occupée par les nazis, mais les nazis se sont en effet engouffrés dans la construction européenne pour réhabiliter en quelque sorte la puissance allemande à travers l'Union européenne. Et il y a eu notamment Einstein, un certain nombre de problèmes. Mais c'est la RDA qui, paradoxalement, non dénazifié, va remettre en avant le concept d'antifascisme. Les émeutes de Berlin en 1953, dont on parle peu, qui sont les premières grandes émeutes avant celles de 68 et de 56 68 à Prague et 56 à Budapest, sont des émeutes qui font vaciller le régime. Ce sont des émeutes ouvrières. Ce sont les ouvriers de Berlin-Est qui se révoltent et la révolte va être écrasée par les troupes allemandes et également soviétiques qui sont présentes à Berlin-Est à ce moment-là. Et on va parler notamment d'ouvriers fascisme. Et à partir de là, justement, on remet au goût du jour
l'antifascisme par le truchement de l'Union soviétique, hein, du Cominform cette fois-ci, et c'est en RDA justement qu'on va même bâtir ce mythe d'antifascisme. La RDA aurait été l'Allemagne antifasciste par excellence, antinazisme. Alors là, il y a un historien notamment britannique, Alan Northgall, qui a écrit un livre, alors qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle Building the East Germany Mythology. Je ne sais pas si tu connais ce livre, c'est aux origines de la mythologie est-allemande. Il y a une mythologie dans la création même de l'Allemagne de l'Est de l'antifascisme. Hein, alors que paradoxalement, c'est l'Allemagne de l'Est qui a été une véritable machine à recycler les nazis, mais qui se veut, en quelque sorte, par excellence, l'État bâti sur l'antifascisme. Hein. Le SED, notamment le Parti socialiste unifié qui va diriger l'Allemagne de l'Est avec Ulbricht puis Honecker, notamment, se veut antifasciste et ses ouvriers de Berlin sont qualifiés de fascistes. Alors, notamment cet antifascisme, bien sûr, l'influence soviétique va être fondamentale. Et puis, de façon générale, il va y avoir la lutte mondiale antifasciste, puisque un épisode que j'ai connu, notamment lorsque j'ai travaillé sur le Liban, la guerre du Liban, c'est lorsqu'il y a la prise de Tell el-Zatar, qui est le camp palestinien le plus armé, le plus terrible par les éléments armés des forces libanaises en 1976. Sur 7 étages, qu'est-ce qu'on découvre à Tell el-Zatar? Des Palestiniens, mais également des membres de la bande Abadère, des membres des Brigades Rouges, etc. Et des membres du KGB, on montre toute l'internationale dite antifasciste mondiale se rassemble. L'antifascisme va aller loin. Le combat palestinien, le palestinisme aujourd'hui de Mélenchon est pour Mélenchon une affaire de circonstances, parce qu'il faut tirer à lui notamment l'électorat musulman, mais pas seulement. Le palestinisme, j'espère pouvoir travailler un jour sur le palestinisme, en effet, la Palestine est depuis longtemps, en effet, une lutte qui a été agrégée notamment aux luttes antifascistes. D'où le fait qu'aujourd'hui, ça permet de reverser contre Israël notamment l'accusation de fascisme, et ça permet d'annihiler véritablement les raisons pour lesquelles Israël a été bâti. Justement, on renverse en quelque sorte le fascisme, etc., sur Israël, et justement, on recoupe à partir de là, on donne un contenant encore plus large à ce qu'on appelle les luttes antifascistes. Alors, ces antifascistes, on va les voir se développer de façon violente. Armées. Par exemple, les Brigades rouges en Italie, hein, qui vont assassiner, par exemple, Aldo Moro, leader de la démocratie chrétienne, pour une raison, c'est que, c'était la demande soviétique et qu'Aldo Moro s'était lancé avec le Parti communiste dans ce qu'on appelle un compromis historique. Alors, c'est compliqué à l'italien parce qu'il parlait des convergences parallèles, c'est un peu difficile, mais néanmoins, notamment un compromis historique pour asseoir la République italienne entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne. C'était l'intégration, en quelque sorte, du Parti communiste au système et la renonciation du Parti communiste, notamment à la tutelle soviétique. Et on peut penser que l'URSS a eu un rôle non négligeable, notamment dans les assassinats, dans les brigades rouges. En Allemagne, bien sûr, c'est la bande Abadeur. Hein. La bande Abadeur, on le sait, qui était extrêmement liée notamment au Proche-Orient, aux Palestiniens. Hein. Rappelons par exemple dans l'affaire d'Entebbe en 1976, le détournement d'un avion israélien sur Entebbe en Ouganda est fait par des Palestiniens et des membres de la bande Abadeur. Donc il y a également un antifascisme mondialisé à l'époque. Et en France également, on a un antifascisme qui se développe après mai 68, hein, dans plusieurs organisations. Alors, l'Organisation communiste internationale lambertiste, mais également la Ligue communiste révolutionnaire, par exemple, ou d'autres organisations qu'on va voir. Et on va voir, par exemple, que Action Directe va voir en France une partie du personnel politique faire preuve d'une certaine mansuétude assez inquiétante et sur laquelle on pourrait s'interroger. Je rappelle qu'Action Directe commence notamment par des braquages, hein, tirés sur des policiers, 1980, 79-80, à Nutruden, des attentats. Les prisonniers, les terroristes d'Action Directe sont emprisonnés, notamment Jean-Marc Rouillant, Nathalie Méligon, Joël Aubron, qui sont tous des filles de famille. Hein. Joël Aubron était la fille d'un notaire très connu à Paris, qui d'ailleurs, j'ai connu un de ses associés, en est mort. Hein. En est mort de maladie, de dépression, etc. Et la première chose que va faire Mitterrand en 1980, c'est de libérer les membres d'Action Directe. Hein. Mitterrand était, pour des raisons, en effet, je pense, d'appui politique, au même moment qu'il va donner l'asile aux Brigades Rouges, contrairement à ce qu'il raconte, y compris à des gens qui ont commis des crimes de sang, puisque Cesare Battisti, qui a été accueilli en France, avait assassiné, je rappelle, le commissaire de police qui protégeait la famille de Madame Carla Bruni, entre autres, etc.
et Mme Carbonnier a fait libérer Marina Petrella plusieurs années plus tard, qui était une terroriste embrigadée dans la même affaire. Hein, ça en dit long sur un certain nombre de personnes. Donc Action Directe également bénéficiait de protection de toute la gauche, notamment était en quelque sorte des icônes véritablement de l'ensemble de la gauche, puisque Mitterrand a fait libérer les membres d'Action Directe qui ont récidivé malheureusement quelques années plus tard, avec l'assassinat alors de l'ingénieur général Audran, qui est probablement, on va le savoir, commandité par l'Iran, puisque l'Iran notamment a également noyauté, avait des liens notamment avec l'extrême gauche, hein. On est dans l'affaire Eurodif, dans la carte du nucléaire, et cetera, et on fait pression sur l'État français. Je rappelle que Mitterrand et Chirac vont plier sur l'Iran, vont aller jusqu'à libérer Alice Nakache, qui était quand même la tête du groupe qui assassine Chapou Bartière en 1900, qui tente d'assassiner Chapou Bartière en 1980. Un acte tout à fait scandaleux, hein, tant de la part de Chirac que de Mitterrand. Et puis on assassine Georges Besse, en 1986, au président de Renault, qui était également, Renault également, qui je rappelle, était la vindicte de l'extrême gauche, mais également du Parti communiste et de la CGT. Hein, le Parti communiste et la CGT participaient également, je rappelle, de ces luttes, et cetera. Renault, paradoxalement industrie d'État, était la cible de l'extrême gauche. On peut se demander pourquoi d'ailleurs l'extrême gauche, le Parti communiste, était la solde de Renault, qui était une entreprise qui d'État était comme une entreprise compétitive. Hein, je rappelle que le Parti communiste a eu la peau de Louis Renault, qui n'avait pas été mouillé dans la collaboration, qu'il a été sans doute torturé et mort de torture en prison directement sous la main des dirigeants communistes. On peut se demander pourquoi, notamment, l'extrême gauche, le Parti communiste, la CGT, notamment, se sont acharnés sur ce point sur Renault, sur l'industrie française. Et ensuite, on a également des sympathies avec un certain nombre d'organismes partout, notamment le syndicat de la magistrature, hein, créé, je rappelle, après mai 68, qui a une attitude en effet de grande mansuétude vis-à-vis de l'extrême gauche, vis-à-vis notamment d'Action Directe. Hein. Les membres d'Action Directe sont souvent, la plupart du temps, libérés bien avant leur peine, alors qu'ils étaient condamnés à perpétuité. Hein. Je rappelle que la perpétuité en France n'existe pas, en vertu notamment de textes internationaux qui fait qu'on ne peut pas garder quelqu'un à prison à vie, que même ce qu'on appelle la perpétuité réelle, c'est une peine incompressible de 30 ans. Voilà, que la seule différence avec la libération, notamment la perpétuité, c'est qu'il y a un juge qui peut libérer quelqu'un condamné à perpétuité, et quand c'est la perpétuité dite réelle, incompressible, c'est un collège de juges. C'est la seule différence, en effet, qu'on a porté de la loi. Je rappelle que la loi, en effet, Ménury de 93, n'a pas pu aller au-delà en raison des engagements internationaux, notamment de la Convention européenne des droits de l'homme. Hein. C'est que la France, si elle veut remettre à l'endroit sa justice, doit se débarrasser d'un certain nombre de choses. D'une part, marginaliser le syndicat de la magistrature, ramener d'ailleurs sur que ce syndicat d'ailleurs, vu l'affaire des murs du con, aurait dû être dissous, hein. Sa présidente a été condamnée à une amende de 500 €, alors que vu les turpitudes de ce syndicat, je pense il y avait quand même moyen de dissoudre ces candidats et de condamner un certain nombre de ses membres à des peines beaucoup plus infamantes pour ma part. Mais également, il y a des textes internationaux, je rappelle, qui interdisent aujourd'hui d'aller au-delà d'un certain barème en termes de peine, y compris contre les crimes les plus abjects. Alors, nous arrivons pardon, maintenant, au dernier temps, de mon propos, c'est que l'antifascisme aujourd'hui est à mon sens indéboulonnable, du moins dans l'état actuel des choses, parce qu'il fait partie de ce que j'appelle la systématisation du domaine de la lutte. Qu'est-ce que la systématisation? C'est que l'antifascisme est tout simplement un pivot du système qui est présent en France depuis pratiquement, depuis 80 ans. Pourquoi? L'antifascisme, pourquoi? Parce que à mon avis, il a un objectif. C'est que non seulement Raphaël Arnaud est un criminel, un salopard, mais c'est un idiot utile. C'est-à-dire un idiot utile, c'est quelqu'un qui participe notamment au maintien du système. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'antifascisme épouse toute l'élite du système aujourd'hui. La libération mondiale, le système est mondialiste, immigrationniste, il est anti-frontières sur tous les plans, c'est-à-dire sur l'immigration comme sur le commerce international. Il est wokiste, il veut voir disparaître les identités, les souverainetés nationales. L'antifascisme, ce n'est ni plus ni moins que la pointe avancée du système mondialiste. C'est la pointe, c'est en quelque sorte les troupes de choc véritablement du système mondialiste, puisqu'ils en épousent toutes les luttes en allant dans un sens beaucoup plus accentué, plus marqué, plus caricatural. Hein. Je rappelle d'ailleurs que qui sont les antifas? Bon, qui sont toujours masqués,
Ce ne sont pas de toute façon des grands costauds, ce ne sont pas des gens qui font, militaire, ce sont plus des gens qui font la salle de shoot que la salle de boxe, en général. Ils sont tous des fils de ce que j'appelle non pas une bourgeoisie non productive et parasitaire. C'est-à-dire, c'est pas la bourgeoisie des entrepreneurs, c'est pas même pas la bourgeoisie notamment des investisseurs, de ce qu'on veut, mais c'est une bourgeoisie souvent des fils de hauts fonctionnaires, de magistrats et souvent, surtout, d'une bourgeoisie. Pourquoi parasitaire? Parce qu'elle bénéficie notamment de l'argent public. C'est le monde des médias archi-subventionnés, c'est le monde du parapublic, hein, les théâtres subventionnés, tous les organismes culturels, subventionnés. On l'a vu, France Télévisions, hein, je rappelle que Charles Alonc, parle, ce soir jusqu'à 4 milliards d'euros de détournement, en effet, par l'ensemble du secteur, public, audiovisuel. Eh bien, toute cette bourgeoisie, bien installée, produit en effet des petits antifas, que les parents ne le contredisent pas, qu'on le voit à Lyon, hein. À Lyon, un fils de magistrat, paraît-il, alors ça, c'est l'information est à vérifier, mais on a un fils de cinéaste, on a, un fils, installé dans un certain nombre d'institutions et cetera. Donc c'est une bourgeoisie qui se maintient grâce à un système parapublic tout à fait hypertrophié en France, avec les enfants qui sont les petits antifas, hein, élevés à l'antifa. Je rappelle qu'on a eu le même phénomène sociologique à New York avec l'élection de Mamdani. Mamdani qui a eu avec lui qui est un islamiste pur et dur, hein, les antifas, mais qui est le fils notamment, d'une grande, cinéaste connue Bollywood, quelqu'un également qui vient du monde médiatique et ceux qui ont voté Mamdani, hein, comme l'a décrit, alors je sais plus, c'était Christian Dallesen qui décrivait, c'est ceux en fait qui se payent d'autres fois par jour, des Starbucks à 30 € et cetera, qui dépensent pratiquement 50 à 80 $ par jour, qui regardent des films, qui vivent avec leur basket, leur ordinateur portable et cetera. Voilà ce que c'est, hein. Les antifas en général, ce sont des combattants en peau de lapin, hein, la plupart du temps. Voilà ce que c'est. L'antifa n'est redoutable qu'à 10 contre 1, et encore, hein, c'est pas quelqu'un aujourd'hui qui est redoutable, mais ils sont catégorisés et on les voit en effet un peu partout. Alors, aux États-Unis, en effet, on sait que les antifas, sont venus en effet en importance maintenant dans le parti démocrate, hein. Ils sont présents, ils ont investi les universités, ils viennent de cette bourgeoisie également, américaine et on sait qu'un certain nombre de groupes proches des antifas, sont subventionnés par les réseaux Soros, notamment par Open Society, les groupes, immigrationnistes pro-palestiniens. Je rappelle que Soros a réussi quand même sa performance, étant lui un juif hongrois, d'être interdit de séjour dans 2 pays, son pays d'origine, la Hongrie notamment, et Israël, puisque monsieur Soros est tellement hostile aux nations et aux pays qu'il en est hostile même, il s'oppose même aux juifs d'avoir un propre État et qu'il subventionne des organisations proches du Hamas et que Netanyahou l'a fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu en Israël. Voilà. Donc États-Unis au sein du Parti démocrate. Alors la France, je crois qu'il y a quelqu'un qui porte une responsabilité dans l'établissement du Parti communiste au pouvoir, hein. C'est celui que tu appelles le grand chat et que j'appelle, la grande, comme tu le sais et cetera, de temps en temps. Parce que je pense que De Gaulle, minoritaire dans la résistance intérieure, ça je le sais, dans la résistance intérieure qui est une résistance patriotique à l'origine et maréchaliste, hein, et bon, je pense que des gens comme, Destiendorf, Bustano Laco et cetera, Juin Delattre, issus soit de l'armée, de Vichy, soit, de l'OCM, de l'ORA et cetera, ne veulent pas du parti communiste au pouvoir. Même un François Mitterrand à l'époque est hostile à De Gaulle parce qu'il ne veut pas du parti communiste et je pense que De Gaulle arrive au pouvoir en favorisant notamment une place de choix au Parti communiste dans la résistance et que nous payons aujourd'hui, les choix de De Gaulle parce que De Gaulle installe en 45 le Parti communiste au pouvoir. C'est-à-dire qu'il installe au pouvoir, c'est qu'on lui donne un certain nombre de pouvoirs. Le syndicaliste, je rappelle plusieurs secteurs syndicaux ont un monopole d'embauche, les dockers, les égoutiers. Vous avez d'ailleurs jamais posé la question, les égoutiers à Paris, ils disent pas que ce métier n'est quand même pas difficile et sale. Il n'y a jamais un immigré chez les égoutiers parce que l'emploi est CGT. Donc il y a pratiquement que des communistes, des militants communistes français de souche qui sont égoutiers. C'est comme chez les dockers, hein, il y a relativement peu de maghrébins chez les dockers parce que les communistes, en général, ils pratiquent l'embauche, selon un certain nombre de considérations. Les syndicats, mais également on leur donne l'enseignement, hein, l'enseignement avec notamment je rappelle qu'en France, vous payez également 12 000 permanents syndicaux. La FSU et cetera, du parti de la CGT, autres, de FO, tout ce que vous voulez. Donc l'enseignement est aux mains de la gauche, ce qui empêche tout progrès, tout ordre dans l'enseignement, sur le mérite et cetera et qu'à chaque fois on s'est opposé notamment,
aux possibilités d'expulser des familles, puisqu'en France, il suffit de mettre un gosse à l'école pour pas être expulsé là-dessus. Donc la culture, j'appelle le domaine culturel est très largement, aux mains de la gauche par le ministère par notamment les subventions du ministère de la Culture, par tous les organismes subventionnés, hein, les théâtres subventionnés, entre autres et cetera, qui ne font aujourd'hui que du wokisme. Et j'ai vu là qu'il y avait des théâtres subventionnés qui nous proposaient le Misanthrope avec des jeunes de cité, et cetera. Donc, de mieux en mieux, l'enseignement supérieur. Je rappelle qu'on va aller loin dans l'enseignement supérieur, puisqu'il y a quand même un trotskiste historique qui est Jospin. Pourquoi l'enseignement supérieur aujourd'hui est détruit? Pourquoi aujourd'hui Rima Larsson peut faire des conférences partout et que même un personne dans le centre peut pas y aller? Pour une raison, c'est la réforme des universités de Jospin en 1990. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant, pour être président d'université, eh ben, on élisait quand même des gens qui avaient un doctorat d'État, qui étaient professeurs. Maintenant, le président de l'université, il est élu par les présidents, par les professeurs, les maîtres de conférences. Il suffit de faire une thèse en 3 ans et de se faire habiliter, donc c'est facile. On a créé également un sous-prolétariat intellectuel des universités, mais également votent les Athos, les personnels techniques et les étudiants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voix d'un étudiant à l'université, elle compte autant que le professeur qui a 40 ans, en effet, d'enseignement. Voilà ce que Jospin a établi. Et les universités sont devenues des pétaudières, notamment, et infestées par les gauchistes, Sciences Po entre autres, par le fait qu'il y ait la représentation étudiante. Hein. Ça a été notamment un vice qui a été introduit depuis 1990, à la suite notamment de manifestations lycéennes, et on a donné véritablement le pouvoir. Je rappelle que les manifestations lycéennes étaient menées par l'UNFID, entre autres, du Trotsky Julien Day, tout certain de personnes, la Fédération indépendante démocratique des lycéens qui en était l'émanation, et que l'université est vermoulue depuis qu'on a fait rentrer, en effet, le virus de la démocratie dans l'université. Or, l'université, pour moi, c'est le règne du savoir, c'est pas celui de la démocratie, du foutoir et de la pétaudière. Hein? Oui, On va faire des ouais, petites interventions après. voilà. Donc je pense qu'en 1947, depuis en France 45, le Parti communiste qui était en quelque sorte l'avancée de l'antifascisme, hein, je rappelle que le général de Gaulle lui-même a été pris à son propre piège puisque le premier fascisme, c'est lui. Hein, le Parti communiste, notamment, le qualifiait de fasciste, et François Mitterrand, dans son écrit, Le coup d'État parlant, disait: «Qu'est-il Go mais qu'est-il de Gaulle, caudillo, duce, Führer, conducator», et cetera. Donc qualifier le régime de gaulliste, de dictature, pratiquement de fasciste. Donc on a en quelque sorte une gauche également, qui a utilisé en effet l'antifascisme. Exemple également, l'ancien militant trotskiste Cambadélis crée, dans les années 90, le Manifeste contre le Front national, et il parle véritablement de volonté d'un front antifasciste contre le Front national. Front national qui n'a jamais été un parti fasciste, hein. Donc là, vous prenez le Front national et le Rassemblement national sont les partis aujourd'hui dans les coalitions des partis dits souverainistes ou nationalistes, qui est le moins à droite de tous les partis de l'Union européenne. Fratelli d'Italia, Vox, Chega en Espagne, Chega au Portugal, l'AfD, je ne parle pas de l'AfD en Allemagne, sont beaucoup plus à droite que le Rassemblement national, hein, qui est aujourd'hui un parti qui est un peu la droite du centre droit, mais qui est un parti particulièrement modéré, notamment dans les coalitions. Hein. Et dans ta Cambadélis parle justement du harcèlement démocratique. Le harcèlement démocratique, c'est la violence. Hein, quand Mélenchon parle de harcèlement, et cetera, ou de lutter contre tout, c'est une autorisation, ni plus ni moins, à la violence. Donc, et ce front antifasciste, en France, hein, il a eu vocation à s'appliquer de l'extrême gauche centre-droit. Vous avez également une figure, également à mon sens, une immense imposture historique qui est Chirac. Hein, Chirac a dit: «La seule chose qui m'aurait fait prendre les armes, c'est la lutte contre les fascistes». Chirac voyait des fascistes partout, et cetera. L'ancien militant communiste vendeur de l'humanité, et a dit d'ailleurs, même à la fin, au terme de sa carrière politique, que finalement il n'est pas beaucoup changé dans ses idées politiques de jeunesse quand il signait l'affaire de Stockholm, et il a été au summum politique, je pense, dans une frénésie politique dans l'entre-deux tours des présidentielles de 2002, quand il a dit que c'était le combat de sa vie. Voilà, quand, Jean-Marie Le Pen, on peut reprocher tout ce qu'on veut, et cetera, c'était tout sauf un fasciste, représente un danger, et Chirac, qui pour moi est véritablement un imposteur gaulliste également, je le conçois, cher Pierre-Yves, a joué un rôle, je crois,
particulièrement nauséabond, hein. Il a pratiquement, donné crédit notamment aux violences qu'il y a eu entre les 2 tours des présidentielles en 2002, hein, le climat irrespirable qu'il y a eu contre Jean-Marie Le Pen, entre le 21 avril et le 5 mai 2002, Chirac a totalement cautionné ça au nom de l'antifascisme et je pense que Chirac joue un rôle également dans le développement de la droite, hein, également. Chirac, je rappelle que c'est celui qui a mis à mal, toute la Ve République, hein, ramené le quinquennat, qui est pas parti après des référendums partis, qui s'est engouffré dans la construction européenne, y compris fédéraliste. Enfin, il faudrait faire plus qu'une conférence du cercle Aristote, voire un séminaire pour parler des trahisons de Chirac. Heu et on voit en effet que cet antifascisme, notamment, il a utilisé récemment, notamment par Macron, quand il a fallu briser notamment tout ce qui menaçait le système. Je pense que la révolte des gilets jaunes, je parle notamment de sa première mouture au départ, était présent sur les ronds-points, des gilets jaunes pacifiques, je rappelle, qui étaient souvent, des infirmières, des petits transporteurs, des petits entrepreneurs poids lourds, des commerçants, des boulangers qui sont élevés contre le système fiscal, qui jugent à raison exagérée, notamment c'est ce fiscalisme qui n'y a que pour nourrir en quelque sorte, cette classe parasitaire. Hein, rappelle, la révolte fiscale et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? On a tiré quand même au LBD volontairement sur les gilets jaunes, hein. Il y a eu des ordres qui ont été envoyés par le ministre de l'Intérieur. Il y avait quand même une trentaine de gilets jaunes ébranlés alors qu'ils n'avaient pas attaqué, les forces de police, hein. Il y a eu quand même des policiers qui ont été condamnés parce qu'il a été prouvé qu'ils n'étaient pas en défense et qu'est-ce qu'on a fait en second temps? On a fait donner des antifas et quand les antifas suffisaient pas, on a fait descendre les banlieues. Mokhtar, comme tu le dis, Pierre-Yves et cetera, on a fait descendre les banlieues qui sont eux l'armée la plus nombreuse et l'ultime armée des antifas, hein. On les a vus arriver déjà à Lyon après les antifas, notamment l'ANC parce que là, c'est la grosse armée de réserve, du système après les antifas et ça Mélenchon en a tout à fait partie, hein. C'est qu'il y a les antifas notamment. Mélenchon persiste dans l'antisémitisme non pas parce qu'il croit à l'antisémitisme, mais parce que l'antisémitisme, c'est la clé de mobilisation d'une partie significative de la population musulmane, y compris la plus jeune. C'est uniquement ça, l'antisémitisme. C'est que ça lui garantit ça, et cetera et que ça lui permet de désigner notamment des adversaires à gauche, ceux qui ne se plient pas à ses oukases, hein. Donc, en effet, les antifas ont été les utiles. Ils ont cassé notamment la loi travail. On sait très bien qu'il y a des antifas qui sont venus casser, y compris la CGT, des manifestations contre la loi travail. Alors, on est pour ou contre la loi travail, mais les manifestations se tenaient plutôt bien et elles ont été cassées et discréditées, notamment par le système Hollande, qui n'est qu'un début du système Macron, hein. Ce sont les mêmes qui participent d'ailleurs souvent au même gouvernement, mais surtout le mouvement des Gilets jaunes a été cassé à l'origine par les antifas qui ont joué en quelque sorte ça. Les élections de 2024 ont été en quelque sorte le summum, notamment de l'antifascisme, puisque je rappelle, hein, qu'on a menacé contre l'arrivée du Rassemblement, national, au pouvoir, qui n'aurait rien véritablement d'une tornade, rien que là et cetera, qui est une des alternances qu'on a vues dans un populiste de droite populiste qu'on a vu dans un certain nombre de pays et bien qu'il a fallu non seulement on a vu une alliance qui allait de LFI jusqu'à LR, il faut le rappeler. Hein, Raphaël Arnault également a été élu dans un climat de peur, notamment à Avignon, hein, la candidate du Rassemblement national l'a appelé, mais également d'atteinte au droit. C'est-à-dire que la préfecture de police lui a demandé de rester chez elle, n'a pas garanti la sécurité et conseille dans des bureaux de vote, heu, qui, heu, qui sont caractérisés par une présence quasi exclusive de l'immigration et où règnent les trafiquants de drogue, il atteint des scores de 90. La représentante d'ailleurs du Rassemblement national a dit qu'elle n'a pas pu envoyer des assesseurs. Il est probable qu'il y ait eu également Arnaud a été élu par un bourrage des urnes et cetera. Bourrage des urnes qui pourrait arriver dans certaines zones. Je rappelle que Mélenchon a demandé de prendre des villes. Pourquoi? C'est que pour la présidentielle, aujourd'hui, je vois mal le Rassemblement national envoyer des assesseurs dans les villes tenues par LFI, sous menace notamment de péril physique de leur propre vie. On les voit mal, contre les urnes. Il n'est pas dit en effet qu'il n'y ait pas lors des précédentes présidentielles, bien sûr, un climat de violence qui s'est entretenu par Mélenchon, volontairement, là-dessus parce que toute montée de tension lui sera favorable parce qu'en effet, il bénéficie d'une mensuétude, hein. Il faut rappeler quand même que il y a quand même dizaines de membres de députés LFI qui sont poursuivis pour apologie du terrorisme et qu'on n'a pas vu depuis 3 ans, bientôt 3 ans, la justice se mettre en branle et même le ministère public agir. Ça veut dire que non seulement les magistrats, mais également les gardes des sceaux successifs sont responsables dans le fait qu'il y a quand même une certaine mollesse de mise en marche de la justice. Pourquoi? Parce que ces gens-là, finalement,
font partie notamment, sont du système et je pense qu'en 2027 et après 2027, les antifas, beh, il va falloir sauver le soldat Raphaël Arnaud, c'est à mon sens ce qui va se passer. Peu de sanctions pour lui alors que notamment on a établi une association de malfaiteurs et on aurait dû au moins depuis longtemps mettre Arnaud en garde à vue, lui demander les relations avec son assistant parlementaire. C'est quand même, ahurissant que Raphaël Arnaud n'ait pas été au moins placé en garde à vue et interrogé sur les turpitudes et les menées criminelles de son assistante parlementaire et par Raphaël Arnaud, Mélenchon, notamment les liens structurels qu'il y a entre la vieille garde, la jeune garde et la France insoumise et qu'on n'ait pas eu, notamment n'importe quel pays, il y aurait déjà eu des investigations, ni tout moins une délégation, même sous forme de témoins assistés, hein, même sous forme de témoins assistés, ni Arnaud, ni même Mélenchon n'ont été convoqués par les magistrats. Ça veut bien dire qu'on veut sauver le système. Système, n'oublions pas, qui est appuyé par une structure politique puisque tous les antifas ont quand même des locaux, se regroupent et il y a quand même une formation politique qui est le monde libertaire, le monde de l'anarchisme. C'est-à-dire les antifas sont, en rouge et en noir, ils se réclament de l'anarchisme qui est une couverture politique. On peut se poser la question d'ailleurs pourquoi notamment la fédération anarchiste, tous les partis anarchistes n'ont pas été interdits. Donc voilà, ce défi de la lutte qui, comme on sent, doit être menée par l'antifascisme, doit être une lutte bien sûr idéologique, une lutte, judiciaire, une lutte également menée, une lutte de défense menée partout, parce que tout simplement l'antifascisme, c'est la menace véritablement du système. Voilà et que je pense que aujourd'hui, la lutte contre l'antifascisme n'est pas une lutte contre l'extrême gauche, seulement contre les éléments violents, mais c'est la responsabilité du système notamment, qui doit être évoquée directement parce que l'antifascisme finalement, il est lié et les antifascistes ne sont au final, bien sûr des éléments dangereux, mais sont que les idiots utiles d'un système, qu'ils prétendent, contester, mais qui en fait, ils constituent véritablement les troupes de choc au final. Voilà. Merci. Cher camarade, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.